Bonjour à toutes. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais encore vous parler des féministes. Et le titre de ce podcast en dit long, les féministes n'aiment pas les femmes. Alors c'est vrai que depuis la révolte féministe des années 60, bien qu'il y en ait eu avant aussi, mais on va parler en France à peu près des années 60, on a l'impression que la seule chose qui compte pour les féministes, pour les militantes féministes, c'est de devenir un homme. Alors apparemment, être une femme n'est pas bien ou être une femme ne sert à rien. Les femmes en tant que telles n'ont peut-être pas de valeur. Apparemment, il faut copier les hommes, que ce soit dans les petites ou les grandes choses, voilà, l'attitude, la cigarette, le métier, même dans les vêtements. Il s'agit vraiment de tout faire comme eux, comme si c'était la seule façon d'avoir de la valeur dans notre société. Alors il y en a qui vont opposer que non, pas du tout, il ne s'agit pas de ressembler aux hommes, mais tout simplement d'avoir les mêmes droits qu'eux, d'être égal à eux, etc. Et finalement, on se rend compte que non, et vous le verrez dans ce podcast, ce n'est pas une histoire d'avoir les mêmes droits que les hommes, c'est vraiment vouloir leur ressembler, tout faire comme eux, quitte à abandonner et presque à renier sa nature de femme. Alors certes, il y a des injustices. Il y avait en tout cas des injustices à cette époque auxquelles je pense qu'il fallait remédier. Je pense que la révolte féministe n'est pas arrivée pour rien. Il y avait certaines frustrations, il y avait de vraies injustices, ça c'est sûr. Mais on va dire qu'elles étaient surtout dues notamment au code Napoléon. C'est lui qui mettait c'est dans ce code que la femme a été reléguée au même rang que les fous et que les enfants, je veux dire d'un point de vue juridique. Et qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans ce code qui vraiment rabaissaient la femme plus bas que terre, on va dire. Mais par contre, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qui arrivait depuis si longtemps. On va dire que, c'est-à-dire les féministes nous font croire que de tout temps, depuis toujours, la femme est oppressée par l'homme, la femme est violentée par l'homme. Alors que pas du tout, il suffit par exemple de relire La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud pour se rendre compte que la femme au Moyen-Âge par exemple avait énormément de pouvoir, enfin pouvoir entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais les femmes administraient leur propre domaine qui était comme une énorme entreprise, c'était des choses vraiment, vraiment du boulot. Donc les femmes administraient leur domaine, il y avait les femmes médecins, les mères abbesses, il y a plein d'histoires de femmes, par exemple Hildegard de Bingen, dont on parle encore à l'heure actuelle, et de ses conseils de médecine. Je veux dire, il y a eu plein de modèles de femmes qui ont eu beaucoup de renommée, beaucoup d'impact sur l'histoire, beaucoup de pouvoir, des régentes, des reines, etc. Et c'est pas du tout l'image qu'on se fait de la femme qui est oppressée depuis la nuit des temps, absolument pas. Même si effectivement, comme je l'ai dit, le code Napoléon a fait régresser finalement tous les progrès et tout ce qui avait été fait en faveur des femmes. Donc évidemment, on est d'accord, il y avait quand même des injustices et des frustrations auxquelles il fallait répondre, mais je pense que la manière la révolte féministe et la manière dont ces frustrations ont été traitées n'a pas du tout été la bonne réponse, et on est parti vraiment dans un extrême inverse, loin de ce qu'est la femme et de ce dont la femme a vraiment besoin, et c'est ça qui crée un peu le malheur de la femme aujourd'hui. Alors donc la première chose qui me fait dire la première chose qui me fait dire donc que les féministes n'aiment pas les femmes, c'est évidemment ce désir de copier les hommes, de leur ressembler comme si la femme en tant que telle n'avait pas de valeur. La deuxième chose, c'est que les féministes, la plupart en tout cas, détestent la maternité, qui est pourtant le propre de la femme, c'est un peu ce qui fait la gloire de la femme, que ce soit la maternité charnelle ou spirituelle, c'est vraiment ce qui nous distingue spécifiquement de l'homme. Notre corps tout entier est tourné pour donner la vie, et même si on ne la donne pas de façon physique, je pense notamment aux religieuses, aux femmes qui malheureusement ne peuvent pas avoir d'enfants, aux célibataires, etc. On peut évidemment donner la vie ou être mère d'une autre façon, beaucoup plus spirituelle, surnaturelle, en s'occupant des autres, en priant pour les autres. Il y a 1000 façons de se donner
et de se donner, de se sacrifier, j'allais dire, pour les autres, au-delà de la maternité vraiment purement physique et charnelle. Dans le deuxième sexe, donc ce fameux livre de Simone de Beauvoir, qui est l'un des livres, on peut dire fondateurs du féminisme, et Simone de Beauvoir qui est un modèle pour toutes les féministes, dans son livre, le deuxième sexe, elle parle donc de la grossesse en parlant de problèmes, que c'est angoissant, singulièrement effrayant. Elle parle de terreur, de mutilation, d'impotence, la femme qui est jouet de forces obscures, la femme martyre, instrument souffrant, torturé. C'est vraiment... elle parle, quand on observe le champ lexical de la grossesse, quand elle parle de la grossesse, c'est vraiment effrayant. Elle parle des femmes qui sont des femelles domestiques, déformées, enlaidies par la grossesse. Elle dit notamment celles qui traversent le plus facilement l'épreuve de la grossesse, ce sont d'une part les matrones totalement vouées à leur fonction de pondeuses, d'autre part les femmes viriles qui ne se fascinent pas sur les aventures de leur corps. Alors, si on me dit qu'après ça, Simone de Beauvoir défend les femmes, honore les femmes, se bat pour les femmes, non, je ne peux pas y croire. Une femme qui voit la maternité d'une façon aussi noire et aussi désobligeante. Alors je dis pas non plus que la grossesse est forcément toujours toute belle, toute rose pour les femmes, c'est pas ce que je dis non plus évidemment, mais de là à voir ça de cette façon-là, je dirais, elle dénigre complètement la beauté de la maternité. Il faut savoir aussi que c'est notoire que Simone de Beauvoir était une rabatteuse pour Jean-Paul Sartre. Alors je sais pas si Jean-Paul Sartre était son mari ou juste son compagnon. Mais donc c'était une rabatteuse pour son mari. Elle se chargeait de trouver des jeunes vierges, la plupart mineures, et ensuite pour Jean-Paul Sartre, qui ensuite les déflorait dans des hôtels complètement miteux et glauques. Alors je me dis, si c'est ça, protéger et défendre les femmes, donc une des femmes qui est considérée vraiment, Simone de Beauvoir, comme fondatrice du féminisme, qui défendait les femmes, sans elle nous ne sommes rien, il faut que toutes les femmes aient lu le deuxième sexe, toute femme qui se respecte doit avoir lu son livre. Ah oui, donc apparemment, protéger et défendre les femmes, c'est trouver des vierges pour son compagnon. Alors déjà, bravo, elle a vraiment aucun amour-propre pour donner des femmes à son compagnon, à l'homme que soi-disant qu'elle aime. Bon, ça montre qu'elle a quand même pas beaucoup d'amour-propre et oui, c'est ça, elle se considère vraiment pas très bien. Et en plus, le faire de toute façon, même si c'était pas son époux ou son compagnon, c'est horrible de faire ça. C'est de l'esclavage, c'est du proxénétisme, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est tout sauf le respect de la femme. Troisième chose qui me fait dire aussi que les féministes détestent les femmes, c'est que à cause d'elles, les femmes ont été transformées en objets sexuels, en objets de jouissance. Les femmes ont été réduites à leur seul corps. Sous prétexte de libérer la femme, donc je suppose libérer la femme du poids de la maternité ou du danger de la maternité, puisque la maternité doit être un danger, on a bourré la femme de pilules, de chimie, et également on a poussé la femme évidemment à avorter. De plus en plus, l'avortement finalement est devenu presque c'est assez triste, mais presque une forme de contraception. Et d'ailleurs, on voit avec cette crise du coronavirus en ce moment que la première chose qui préoccupe le ministère de la Santé, c'est que le nombre d'avortements a diminué là en France depuis le début de cette crise sanitaire. Alors j'avoue, c'est vraiment la seule préoccupation qu'ils doivent avoir. C'est le plus important. C'est attention, le nombre d'avortements diminue. Non mais vraiment... Où va le monde, j'allais dire. Mais donc cette pilule, donc évidemment, est mauvaise pour la femme. Elle se bourre de chimie. Il y a de plus en plus d'études qui sortent sur la pilule qui provoque des problèmes de santé, qui provoque des cancers, la baisse de la libido, des dépressions et j'en passe. Et ça ne fait que finalement que rabaisser la femme et déresponsabiliser les hommes. Maintenant, c'est vraiment la porte ouverte pour dire aux hommes, maintenant faites ce que vous voulez, quand vous voulez avec les femmes, sans respecter leur cycle, sans respecter leur capacité à donner la vie, puisque de toute façon, la pilule les protège, les empêche d'avoir des enfants, et puis si jamais la pilule ou le préservatif ne fonctionne pas, il n'y a pas de problème, elles pourront aller avorter tranquillement, et ce n'est pas vous qui porterez le poids et
l'horreur de l'avortement, puisque finalement, et d'ailleurs les hommes n'ont pas leur mot à dire, même s'ils voulaient garder leur enfant, parce que c'est quand même eux le père, hein, les femmes ne font pas des enfants toutes seules, pas encore, ils n'auraient de toute façon pas leur mot à dire, malheureusement. Cela pousse les femmes aussi à multiplier les partenaires sexuels, et il y a beaucoup d'études qui sortent ces derniers temps, et qui montrent bien que plus une femme a de partenaires sexuels dans sa vie, moins elle a de chances d'avoir un mariage stable et long. Et donc on voit que tout est fait finalement. Alors autant l'homme peut, je pense, se débrouiller tout seul, vivre un peu seul toute sa vie, etc. Autant les femmes, on a quand même généralement beaucoup plus besoin de trouver un compagnon et de passer notre vie avec quelqu'un et de ne pas se retrouver seul quand nous aurons, 40 ans, 50 ans, et ce qui malheureusement arrive de plus en plus souvent, puisqu'on a poussé les femmes et les hommes aussi à avoir une vie complètement débridée et ne pas respecter ni notre corps, ni notre cycle, ni la morale naturelle tout simplement. Et ce qui fait que les femmes sont vraiment réduites à être de la chair. Et c'était très bien fait, puisqu'à la base c'était soi-disant pour libérer les femmes. On a voulu libérer les femmes d'elles-mêmes et de leur maternité, qui était la plus belle chose qui pouvait leur arriver. Et finalement, c'est ce qui les a transformées en objets sexuels. Elles ne sont vues que comme ça. Et alors bien sûr, toutes les femmes ne sont pas appelées à la maternité. Je ne dis pas non plus qu'il faut que les femmes aient des enfants tous les 9 mois ou tous les ans. Ça n'est pas ce que je dis. Il y a aussi quelque chose de très bien qui s'appelle l'abstinence ou qui s'appelle les méthodes d'observation du cycle et qui permettent d'espacer les naissances si besoin, ou en tout cas de mieux connaître son corps, mieux connaître comment on fonctionne et tout simplement se responsabiliser un petit peu plutôt que d'agir comme des animaux tout simplement et de ne se donner jamais aucune limite. Et la chasteté aussi a du bon, pas que pour les catholiques, pas que pour les chrétiens, mais tout simplement pour tout le monde. Et c'est ça le vrai respect de son corps et du corps de l'autre aussi, évidemment. 4e chose qui me fait dire que les féministes n'aiment pas les femmes, la liste pourrait être bien longue d'ailleurs, plus longue que cela, c'est, alors soi-disant, il faut célébrer les femmes, toutes les femmes, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quel que soit leur corps, leur métier, leur désir, leur orientation sexuelle, que sais-je, il faut vraiment mettre toutes les femmes sans condition sur un piédestal. Et d'ailleurs on en arrive à certaines contradictions, j'en avais parlé notamment dans mon podcast sur la grossophobie. On en vient à force de dire qu'il faut respecter tout le monde, mais en partant dans les extrêmes, on en vient à dire que finalement, par exemple, être obèse devient presque le nouveau modèle, alors que l'obésité est dangereuse pour la santé, tout simplement déjà. Et on part à chaque fois dans des extrêmes, mais en tout cas, il faut célébrer toutes les femmes, sauf les femmes au foyer, qui sont complètement dénigrées. Il y a une vraie haine contre les femmes dites traditionnelles. J'avais vu un extrait d'une vidéo sur un plateau télé, c'était aux États-Unis, où il y avait un petit reportage qui était sorti sur les femmes au foyer, et la présentatrice, donc femme, avait complètement ironisé et descendu toutes ces femmes au foyer qui avaient l'air d'ailleurs très heureuses, très épanouies, qui avaient ni l'air coincées, ni l'air bigotes, ni l'air dans un autre monde. Enfin, c'était vraiment des femmes tout à fait normales, qui étaient heureuses d'être mères au foyer, qui d'ailleurs avaient travaillé avant et avaient choisi de devenir mère au foyer, qui étaient vraiment contentes de s'occuper de leur mari, etc. Et la présentatrice qui était d'un mépris et d'une méchanceté envers elle, alors que c'était d'ailleurs sûrement elle qui devait se sentir mal par rapport à ça. Donc il y a une haine des féministes contre toutes les femmes, déjà qui ne sont pas féministes, ça c'est aussi quelque chose, mais si on n'est pas féministe, c'est la fin du monde et on se fait complètement agresser parce que on n'est pas sur le bon chemin. Donc si on n'est pas féministe, si on est femme au foyer ou si on ne pense pas exactement comme elle. Donc par exemple, il y a je sais plus si je vous en avais déjà parlé en podcast, mais il y a le collectif Némésis, qui donc est un collectif de femmes, qui est soutenu aussi par des hommes, mais qui dénonce les viols et les violences commises contre les femmes par des migrants. Entre autres, ça fait partie de leur combat.
Et par exemple, elle dénonce les viols en masse qui ont eu lieu à Cologne, Nouvel An, il y a quelques années. Lors de la dernière marche féministe, hop, elles se sont fait complètement physiquement battre et mettre à terre et agresser par des hommes et par des femmes, alors que c'était une marche féministe. Mais voilà, on ne les a pas acceptées parce qu'elles disaient des choses qui ne plaisaient pas exactement aux féministes. Pourtant, elles dénonçaient les violences faites contre les femmes. Et à cette occasion-là, c'est elles qui se sont fait donner des coups de pied et agresser très violemment. Donc on voit un petit peu l'hypocrisie quand même de certains mouvements, de certaines féministes. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on se rend compte des contradictions et de cette haine féministe finalement qui n'est pas logique et qui ne rentre pas dans cette soi-disant idylle féministe de défense de la femme, de protection de la femme. On est vraiment, vraiment loin de ça. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile de se rendre compte de tout cela. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau, notamment à cause de, voilà, j'en parle souvent, mais de la propagande, des médias, du lavage de cerveau qu'on subit, et non seulement dans les médias, mais aussi, c'est l'un d'entre vous en commentaire qui l'avait souligné à juste titre, l'influence aussi des films, des séries, de Netflix, de tout ce qu'on voit dans les fictions, dans les fictions ou dans les reportages. J'ai commencé une série. Alors faut le nom. Alors c'est une série espagnole, mais en français, je crois que c'est les filles du téléphone, je crois. Et ils étaient vraiment, ça m'a frappée parce que le premier épisode, les 10 premières minutes sont d'un féminisme et c'était une caricature. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude ou quand on n'a pas ce recul, je pense que c'est des paroles qu'on boit et on se rend même pas compte de la propagande. Mais les 10 premières minutes, il y avait tous les clichés de la femme malheureuse, la femme oppressée, la femme battue, que des maris mais horribles, méchants, bêtes et je ne sais quoi encore. Et donc la femme qui doit traverser 1000 épreuves pour pouvoir absolument travailler, parce qu'elle voulait absolument travailler. Et on se rend compte finalement, et je pense que les gens n'ont même pas réalisé cela, mais juste dans les 10 premières minutes, donc il y avait tous ces clichés. Et en même temps, si on analysait un peu, on se rendait compte que la femme qui voulait travailler, donc qui était d'ailleurs celle qui voulait absolument travailler, était célibataire. Donc je veux dire, elle pouvait, il y avait rien qui l'empêchait, elle n'avait pas un mari méchant qui l'empêchait de travailler, mais donc elle voulait travailler, c'était en fait pour payer les dettes qu'elle avait et qu'elle avait contractées, je ne sais plus comment, parce qu'elle s'était associée à des personnes mauvaises, enfin je veux dire, c'était elle qui s'était complètement mise dans l'embarras, et donc pour se défaire de certaines dettes, elle devait absolument travailler, et en fait elle voulait travailler, ce n'était pas pour travailler, mais c'était pour aller voler dans le coffre-fort de l'entreprise qui allait l'embaucher. Donc en fait c'est une voleuse, c'est une menteuse. Elle a mis sa meilleure amie en danger parce qu'elle a voulu partir avec elle et faire que sa meilleure amie s'émancipe. Et dans un concours de circonstances qui fait que à cause d'elle, cette meilleure amie donc, a eu une balle, peut-être pas dans la tête mais dans le ventre ou je ne sais quoi, et est morte sous ses yeux. Donc pour obtenir son travail, elle fait du charme. Elle séduit complètement son patron, ou c'est peut-être pas le patron, c'est le fils du patron, je crois. Elle fait exprès de faire tomber quelque chose devant lui pour attirer l'attention, se baisser devant lui, etc. Ensuite, elle fait tout un scandale, du coup, elle est seule dans son bureau avec lui, évidemment, vous imaginez ce qui peut se passer. Bref, en tout cas, c'est vraiment en 10 minutes, on a à la fois tous les clichés du féminisme et en même temps, si on analyse un petit peu, on se rend compte, mais moi j'ai pas du tout, enfin je veux dire, même si j'étais féministe, je voudrais pas du tout être comme une femme comme ça, qui est menteuse, qui est voleuse, qui met les autres en danger, qui obtient tout par la séduction. Enfin je veux dire, c'est complètement surréaliste quoi. Et c'est vrai que dans tous les médias, dans toutes les séries, etc., on parle toujours de la Wonder Woman qui est célibataire mais qui est heureuse, qui est solo avec ses enfants mais qui a tout ce qu'elle veut à côté. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Dans la réalité, on a des femmes seules qui luttent pour donner à manger à leurs enfants. On a des femmes qui sont caissières, donc vivent l'émancipation. Des femmes qui finissent leur vie seules avec leur chat. Des femmes qui n'ont aucune stabilité dans leur vie. Évidemment, tout n'est pas comme ça non plus. Il y a aussi des féministes qui sont peut-être heureuses, j'en sais rien, mais
ce que je veux dire, c'est qu'on donne toujours l'image des femmes qui sont hyper heureuses, toutes seules, mais pas besoin d'un homme, pas besoin de qui que ce soit, pas besoin d'enfants pour s'épanouir et je ne sais quoi. Puis finalement, elles se réveillent à 50 ans quand l'horloge biologique a déjà bien tourné. Et puis on donne aussi, soi-disant... Tout le monde n'a pas des postes à responsabilité dans les entreprises. Donc comme je le disais, il y a aussi des caissières ou celles qui ont des emplois qui sont vraiment pas... Je ne pense pas que ça soit des emplois spécialement épanouissants. Et d'ailleurs, celles qui accèdent aux postes, généralement, en tout cas moi je le vois dans mon entreprise, c'est parce qu'il faut des quotas hommes-femmes. Donc bienvenue et bravo pour la vraie justice et la vraie équité. On n'est pas recruté pour ses capacités, mais on est recruté parce qu'on est une femme. Ça, c'était aussi une parenthèse. Et le féminisme n'est pas tout rose. Et plutôt que de soutenir vraiment les femmes et de respecter leur nature spécifique, le féminisme préfère lutter contre le soi-disant patriarcat oppresseur qui les a pourtant protégés et défendus au péril de leur vie pendant tant de siècles. Il suffit de regarder les monuments aux morts, il y a quand même peu de noms de femmes, si je ne m'abuse. Donc les hommes ne sont pas parfaits non plus, évidemment, mais tous les hommes en tout cas ne sont pas les monstres méchants et violents que nous dépeignent les féministes. Plutôt que d'avoir cette haine viscérale contre la femme et la vraie femme, les féministes devraient plutôt mettre en valeur des modèles de femmes qui sont vraiment belles, modestes, courageuses, fortes, vertueuses, et courageuses et fortes de la... J'allais dire vraiment forte, la vertu de force, et pas forte, j'écrase et je crie plus fort que les hommes. Proposer également des solutions plutôt que de pleurer parce que le nombre d'avortements baisse pendant la crise du coronavirus. Proposer des solutions pour que les femmes au foyer puissent bénéficier de vrais salaires ou de vraies aides. Il y en a déjà, mais je pense pas que ça soit suffisant. D'une retraite correcte. Faire en sorte aussi d'adapter le marché du travail aux femmes qui ont des enfants ou qui peuvent avoir des enfants, horaires aménagés ou autres. Soutenir les femmes qui ne souhaitent pas avorter. Là, tout est fait pour mettre la pression aux femmes pour qu'elles avortent, même celles qui ne veulent pas. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de soutien aux femmes, justement, qui se retrouvent abandonnées par leur mari ou leur copain parce qu'elles tombent enceintes. Il y a des associations, heureusement, qui existent, mais ce n'est pas assez. Évidemment, elles ne sont pas du tout soutenues ou financées par le gouvernement. Plutôt que de proposer la pilule ou d'imposer la pilule à tout le monde, ça serait, j'en ai parlé d'ailleurs dans un autre podcast, ça serait former les jeunes femmes aux méthodes d'observation du cycle féminin. C'est gratuit, c'est écologique, ça rend autonome. Il y a plein d'autres sujets que les féministes pourraient aborder et pourraient défendre et sur lesquels elles pourraient agir pour que les femmes soient vraiment femmes et vraiment libres. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres, la conformité à notre nature et pas toutes les chimères que nous propose le monde actuel et dont on commence largement à voir les limites, et même les féministes elles-mêmes commencent à réaliser certaines choses, un peu trop tard d'ailleurs. Mais voilà, donc c'était vraiment ce podcast pour ouvrir les yeux peut-être à certaines femmes et encore donner des arguments à d'autres, toutes celles qui se font un peu agressées ou méprisées parce qu'elles ne sont pas féministes ou parce qu'elles sont mères au foyer ou quoi que ce soit. Voilà, ça vous donne aussi des arguments, des pistes de réflexion aussi que vous pouvez proposer aux féministes, pourquoi elles ne luttent pas et vraiment pour la femme. Plutôt que ces espèces de combats sur l'inégalité salariale qui sont complètement fictifs, superficiels et qui ne défendent pas vraiment les femmes. Donc méfions-nous de toute la propagande des médias et essayons nous-mêmes en tant que femmes d'être, de relever le niveau, d'être fière. Je ne vais pas dire fière d'être femme parce qu'on est femme, c'est comme ça, il n'y a pas à en être fière, mais voilà, d'assumer notre féminité, de la vivre jusqu'au bout, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est tout simplement comme ça qu'on pourra être heureuse et pas autrement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à commenter et à me donner votre opinion sur ce podcast, me donner d'autres idées de podcast si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.